14 juin 1830. Quand on vous parle de la guerre d'Algérie, vous ferez le test, vous allez sur YouTube, vous tapez guerre d'Algérie, vous regardez les documentaires. Franchement, il y en a des très bien. Benjamin Stora, il fait un bon travail, mais sincèrement, quand vous regardez ces documentaires, le FLN est toujours diabolisé. Les barbares du FLN, ils font ceci, ils font cela. Et c'est toujours, ce sont des terroristes, et la France est dans une mission pacificatrice et civilisatrice. L'Algérie, sans rentrer dans un cours magistral, et je n'exagère pas, tout ce que je vous dis est sourcé et vérifié, il y en a même qui vont vous dire « Oh, l'Algérie, peut-être elle existait 10-15 ans avant ». Non, non, on va être très clair. L'Allemagne existe depuis 1891. C'est la création de Bismarck. Est-ce qu'on entend dire que l'Allemagne n'existait pas avant? Qui a fait la guerre aux Français en 1870? C'est les Allemands. Qu'on les appelle les Germains ou l'Empire de Prusse ou tout ce que vous voulez, ça reste des Allemands. L'Italie, c'est la même chose, c'est une création de 1897. Est-ce qu'on dit qu'il n'y avait pas d'Italie avant? Il ne faut pas confondre les frontières géographiques avec le peuple. Mais quand vous regardez Cervantes, 1547, il écrit « Le royaume d'Alger, les Algérois », qui veut dire les Algériens, parce que c'est la manière de parler d'époque, il écrit, et il n'est pas algérien, il écrit « Le royaume d'Alger ». Quand vous allez chercher chez Bologne Ibn Zidi, on est au 8e siècle. Le royaume d'Alger, c'est écrit, on a des preuves écrites. Mais au-delà de ça, cette terre-là était habitée par des berbères qui se sont toujours appelés les hommes libres, les Amazirs. Quand vous regardez le grand Djougourta, un combattant berbère, on est avant l'arrivée de Jésus-Christ. On est il y a 2400 ans. Et on va vous dire, mais il y a 2400 ans, il n'y avait pas de France. La France, elle existe depuis quand? Depuis le roi Clovis, c'est-à-dire le 6e siècle. Avant, il n'y en avait pas. C'était les Gaulois, et c'est pas Astérix et Obélix. Il y avait des tribus, et les Francs, les Français, ça vient du mot franc, c'est des Germains, des Allemands, qui sont venus. Après, il y a eu des coalitions, etc. Mais est-ce que moi, je vais dire dans un discours, c'est l'Allemagne qui a créé la France? Non. Donc on ne peut pas accepter, c'est la France qui a créé l'Algérie. L'Algérie n'est pas une création française, et vous avez une preuve qui est irréfutable, c'est le géographe Samuel Dune, c'est un Anglais. Il fait une carte du Maghreb, de l'Afrique, enfin il fait une carte de l'Europe et de l'Afrique, qu'il publie en 1794. Cette carte-là, il a mis à peu près 12 ans à la réaliser. En 1794, si vous allez sur Google et que vous cherchez cette carte, il y a Maroc, Algérie, Tunisie, quasiment dans les mêmes frontières, sauf Oujda et Figuig, qui étaient en Algérie à cette époque-là, quasiment les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Ben, Samuel Dune, il n'est pas algérien. Samuel Dune, il n'est pas musulman, il ne fait pas de politique. C'est un géographe. Il vous a dessiné une carte de l'Afrique où il a mis Maroc, Algérie, Tunisie. Pourquoi tant d'hommes politiques aujourd'hui se permettent d'aller sur CNews et BFM TV et dire que l'Algérie est une création française? En 1834, le maréchal Soult, un maréchal français, dit on va l'appeler comment le territoire là? Les possessions d'Afrique du Nord. C'est pas très beau. Donc lui, il va dire Alger, régence d'Alger, Algérie. Mais c'est lui qui dit ça. Mais c'est parce que lui, il n'est pas cultivé. Il ne sait pas que l'Algérie existait bien avant. Maintenant, l'Algérie était un royaume, mais on est très clair, l'Algérie, c'est un peuple avec une mosaïque d'ethnies. Des Berbères, après vous avez des Mozabites, des Touaregs, des Chaouis, arabes. Donc ça a fait toute une population cosmopolite, mais je le répète, l'Algérie se définit d'abord par son peuple. Donc, n'acceptez plus, même à votre niveau, ceux qui écoutent ou ceux qui sont présents, qu'on vous dise l'Algérie est une création française. Preuve en est, Napoléon Bonaparte, il a envoyé le commandant Boutin en 1804 pour faire toute la cartographie de l'Algérie. Dans la lettre de mission qu'il lui donne, je voudrais envahir l'Algérie. Il ne dit pas « je vais envahir ce pays qui n'est pas un pays, ce territoire ». Nous sommes d'accord. Donc, il est clair qu'il faut prendre conscience que ça, c'est un premier point qui n'est pas négociable d'un point de vue historique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Zemmour, il fait 1% aux élections législatives, 1% à la présidentielle, et on continue de l'inviter pour raconter des bêtises. Mais bref, l'Algérie, histoire d'une guerre, je l'ai appelé comme ça, mais j'aurais dû l'appeler histoire des guerres. Parce qu'en vérité, l'Algérie, ce n'est pas une guerre. 54-62, ce n'est pas une guerre, c'est une révolution. C'est très différent. 1830, c'est une guerre d'invasion. Alors, le coup de l'éventail, 3 ans avant, on est en 1827,
Vous avez un consul français qui se présente par rapport à une dette que la France avait envers l'Algérie. Alors on se demande bien envers qui, puisqu'il n'y a pas d'Algérie. À qui la France doit de l'argent? À personne, il n'y a pas de pays selon eux. Mais il se rend à Alger. Et je rappelle que la régence d'Alger, ça aussi c'est une confusion. Les Ottomans n'ont pas envahi l'Algérie. Ça n'existe pas. Les Ottomans sont venus en Algérie à la demande de l'Algérie. C'est le pirate, on dit pirate, moi je préfère dire un corsaire, Khaireddin Barberousse, qui est un Ottoman, qui vient pour sécuriser les navires dans la Méditerranée, parce qu'à l'époque, on vous fait croire que les pirates, c'est des Arabes. Non, il y a des pirates italiens, il y a des pirates espagnols, il y a même des pirates anglais. Et c'est pas sécurisé. Donc quand les Ottomans vont sécuriser cette zone, comme l'Algérie ne dispose pas d'une armée régulière, parce que vous voyez dans les Aurès, par exemple, tant que vous n'allez pas les voir dans les Aurès, eux, ils restent dans les Aurès. Les Kabyles, c'est la même chose. Tant que vous ne les dérangez pas, ils restent avec leur culture. L'Algérie n'a jamais été soumise à une autre nation. Et les Ottomans, on dit bien la régence d'Alger, parce qu'ils étaient à Alger, parce qu'ils avaient amené avec eux 40 000 janissaires, c'est des soldats, et les Algériens, toutes les tribus qui n'étaient pas unifiées, en ont eu besoin. Donc la régence d'Alger s'est mise en place, et ça a duré 300 ans. Mais attention, ce n'est pas 300 ans de colonisation, parce qu'on aime bien vous dire, en Algérie, c'est les Vandales, d'abord les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Carthaginois, et après les Ottomans. Ben non. Puis en plus, selon eux, il n'y a pas d'Algérie, ils ont envahi qui en fait? En 1827, vous avez donc le représentant de la régence d'Alger qui est à Alger, on l'appelle le Dey, D-E-Y, il va mettre un coup d'éventail ou un coup de chasse-mouche au consul français, et les Français, bien entendu, vont faire une lettre. Et comme à l'époque, il n'y a pas de poste, les Français, ils envoient un navire de guerre dans la baie d'Alger avec cette fameuse lettre. Le Dey d'Alger, il bombarde ce bateau et les Français, ils repartent. Et là, on vous vend cette histoire. On vous dit, la France va venir le 14 juin 1830 avec 600 navires, 30 000 hommes, à cause d'un coup d'éventail, mais parce qu'on est vexé. Non, non. Première chose, le roi Charles X, descendant de Napoléon, lui, il a un vrai problème en France avec sa monarchie. Donc faire la guerre à l'Algérie, c'est détourner l'attention de ce qui se passe en France. Il y a d'autres pays qui font pareil, ils font la guerre quelque part en Irak ou ailleurs, et ils vous disent ouais, regardez là-bas, c'est tous méchants, et vous oubliez ce qui se passe dans votre propre pays, le chômage, l'économie, etc. Donc du coup, il débarque le 14 juin 1830, et je tiens à le préciser, quand il débarque, cette flotte, ils ne viennent pas pour... vous voyez, ce n'est pas la colonisation. Non, non, c'est la destruction, la cruauté, le barbarisme. Je fais une liaison avec la Guadeloupe qui, en 1802, a reçu le même genre de visite. Ils ont massacré les femmes, les enfants, ils ont massacré tout le monde. Moi, je dis toujours aux autres historiens que je croise quand je donne une conférence, arrêtez de me dire, parce que, je fais une parenthèse, en 1956, l'ambassadeur français à l'ONU, il dit les choses suivantes. La France en Algérie, mais non, l'Algérie, c'est la France. Nous sommes dans une mission civilisatrice. Le maréchal Bugeaud, si vous voyez qui c'est, sinon je vais le dire, il écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il met dans sa lettre, le maréchal Bugeaud? Il marque, en arrivant en Algérie, on a trouvé que 80% de la population savait lire. Je rappelle qu'en 1830, en France, il y avait 60% d'analphabètes. On a trouvé qu'ils avaient l'eau courante. En France, ils n'avaient pas d'évier. On a trouvé qu'ils avaient des bains, des hammams, qu'ils se lavaient. Je rappelle qu'en France, en 1830, les gens ne se lavaient pas. Et ce n'est pas une insulte. Ils se lavaient une fois par an, dans la rivière. Donc, le maréchal Bugeaud, il dit, nous avons rencontré un peuple où il y a des jolies maisons, ils produisent de l'agriculture de qualité, de l'orge, du froment, du blé, ils ont des hammams, ils ont des saunas, ils ont de l'eau, et mieux encore, ils ont un système hospitalier. Le maréchal Bugeaud déclare de manière très claire, en Algérie, on a trouvé en fait quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, des gens qui sont lettrés, qui savent lire, qui ne sont pas agressifs, et quand ils débarquent à Sidi Fraj, les gens ne comprennent pas ce que viennent faire ces gens-là en fait. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose, la barbarie qui va se déployer
en 1830. Et je le rappelle, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la guerre d'Algérie, mais les guerres d'Algérie. L'émir Abdelkader, qui est un jeune homme de 24 ans, c'est un lettré, il vient de la région de Mascara, et on va l'appeler l'émir. Lui va combattre les Français en appliquant un principe qui est très simple, la guérilla et l'harcèlement. Et là, vous savez, vous avez le général Lamoricière qui dit « Comment Abdelkader peut-il nourrir ses chevaux ?» On parle d'un homme qui se déplace avec plus de 10 000 personnes avec des chevaux. Les chevaux de guerre, à l'époque, ils consomment à peu près par mois, quasiment 20 tonnes d'orge et de céréales. Pour un pays, soi-disant, où il n'y a rien, où il n'y a que des mendiants et les gens ne savent pas lire, et c'est la terre qu'on doit civiliser, comment est-il possible, alors que la France n'arrive pas à produire du blé pour nourrir les armées napoléoniennes à son époque? On est face à un génocide de masse avant le premier génocide du XXe siècle, qui n'est pas la Shoah, qui est l'extermination des Héréros et des Nama en Namibie par les Allemands. Et quand Jean-Michel Apathy, sur un plateau, il a dit que les Français s'étaient comportés comme les nazis, il s'est trompé. C'est les nazis qui se sont comportés comme les Français, comme les soldats français. Parce que moi, je le dis, je n'ai aucune haine, et c'est important de le répéter, c'est pas le peuple de France le problème. C'est que l'histoire qui nous raconte, donc, Lamoricière, il vous marque, quand même, noir sur blanc, et Lamoricière, par contre, il y a une école qui porte son nom, pas très loin. Bugeaud, il y a une école qui porte son nom, et des rues. Et je reviens à ça, l'imam Mesli, qui au risque de sa vie a sauvé des juifs, lui, il n'a pas de rue. Ils ont juste mis une plaque devant la mosquée, uniquement. Mais bref, il vous marque qu'il faut tuer les femmes, les enfants, et détruire tout le monde. Et c'est ce que l'armée française va faire. Vous avez affaire à des soldats qui savent à peine lire et qui vont commettre des atrocités. Mais sincèrement, si vous allez lire certaines histoires, parce que j'ai fait des recherches, et au-delà de ça, je me suis renseigné directement auprès de gens qui ont entendu des histoires, même si des fois on sait que les histoires peuvent être amplifiées, mais quand vous parlez avec un Algérien en Algérie, en général, on n'est pas fier de dire qu'on a mis des femmes et des enfants dans des grottes et qu'on les a enfumés. On n'est pas fier de dire que le viol était une arme de l'armée française. Il n'y a pas de fierté à dire ça, mais on doit le dire parce que c'est la vérité historique. Et nous sommes pour la vérité historique. Les Français vous répètent que l'Algérie, c'est la France, que l'Algérie, c'est un département français. Effectivement, ils ont coupé 3 départements, Oran, Alger et le Constantinois. Mais après, si c'est un département français, les Algériens, c'est des Français. Mais là, il y a un petit problème, ça s'appelle le code de l'indigénat. Les Français ne sont pas, les Algériens ne sont pas des Français, même s'ils vivent dans un département français. Ce sont ce qu'on appelle des sujets. Et vous savez, la France, avant de faire le code de l'indigénat, il avait fait le code noir. En 1685, le code noir, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir le parallèle. Dans son article 44, le noir est un meuble. Je vais répéter. Article 44, le noir est un meuble. Ça veut dire qu'on dit que l'homme noir ou la femme noire ou l'enfant noir, l'humain, c'est un meuble. Un meuble, on le vend, on le casse, on le brûle, on le détruit, on le jette à l'eau, et c'est un meuble. En Algérie, le code de l'indigénat, ils se sont inspirés du code noir. Vous voyez, la France, elle a une longue tradition des codes. Le code noir, le code de l'indigénat. Vous êtes un sujet français. Si vous voulez devenir français et que vous êtes algérien, il faut renoncer à votre religion, l'islam. Ce sont majoritairement des musulmans qu'il y a en Algérie, et on vous dit, il faut quitter l'islam pour devenir français. C'est un paradoxe des plus extraordinaires, parce que en 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État, on n'a pas dit aux Français qui vivaient en France. La vraie notion de laïcité, c'est de permettre à toute personne, dans l'espace public et privé, de vivre sa religion, quelle qu'elle soit, même s'il est athée et qu'il n'a pas de religion, mais d'être libre de la pratiquer, de la vivre, sans, entre guillemets, déranger les autres personnes. Donc, quand le code de l'indigénat est mis en place, les Algériens, au départ, ils se disent, bon, on est des indigènes, d'accord, mais il faut dire les choses. Dans les Aurès, ou dans les montagnes de Kabylie, ou dans les territoires du Sud, les Algériens, ils continuent à vivre de manière normale, entre guillemets. Sauf que, c'est-à-dire qu'il suffit de traverser, vous êtes en France. Mais les Français, ils ne veulent pas y aller. Donc, on a les bagnards, les criminels, etc. On est à peu près à 40 000 personnes
Mais quand ils arrivent là-bas, eux, ouais, mais attendez, nous, il nous faut des esclaves. Hein. Ah, mais il n'y a pas d'esclavage. Ben, et les Algériens? Ah ouais, c'est pas bête. Les Algériens n'étant pas des citoyens français, aucun droit, on va les obliger, en les dépouillant, à travailler sur ces plantations. Et comme ils connaissent ces terres, ils travaillent, mais c'est pas assez. Donc on va chercher des Italiens, des Chypriotes, des Espagnols, au point où un député français dit, je ne vais pas le citer sinon je vais me faire attaquer, on a enlevé les Arabes pour mettre des Italiens, des Espagnols à la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je rappelle que les Italiens, les Espagnols, les Portugais au départ et les Polonais, c'était eux, les Arabes d'aujourd'hui. Quand on vous dit aujourd'hui que tous les problèmes de la France, c'est les Arabes, les Algériens en particulier. À l'époque, on disait les Italiens. Eh bien, c'est eux qui vont débarquer en Algérie. Et écoutez bien, ils sont que 70 000. C'est déjà beaucoup. Et en 1870, la France fait la guerre avec l'Allemagne, la Prusse. Et là, vous avez 200 000 colons qui débarquent pour fuir la guerre. On est à 270 000. En 1940, ils vont être quasiment 1 million. Parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, ils s'enfuient tous en Algérie. Même De Gaulle, il va s'enfuir en Algérie. Même le gouvernement provisoire français va s'enfuir en Algérie. C'est beau, l'Algérie. Ils y vont tous. En face, la population algérienne, c'est 10 millions en 1940. C'est important de le rappeler, parce que je ne l'ai pas dit, de 1830 à 1848, ils ont tué, d'après les chiffres officiels, 500 000 personnes. Les chiffres officiels français. Eh bien, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 60% de la population. Imaginez, vous tuez 60% de la population d'un pays. C'est pas logique, enfin, c'est pas possible. Eh bien si, l'armée française a rendu ça possible, en affamant les gens, en détruisant les récoltes, en tuant systématiquement tout le monde, avec la terreur et la peur. De 1830 à 1848, le peuple algérien s'est battu contre les Français. Après, l'émir Abdelkader, il avait unifié tout le monde, mais c'est pas simple. L'Algérie ne produisait pas de canons, l'Algérie ne produisait pas d'armes sophistiquées. Les Français ils sont arrivés avec des canons, des mitrailleuses, etc., et des centaines de milliers d'hommes. Les soldats français qui sont tombés pendant cette première guerre sont estimés à peu près 50 000. Et on revient à 1940. De 1848 à 1914, début de la Première Guerre mondiale, les Algériens, ils se battent. En fait, les Algériens n'ont jamais cessé de se battre contre la France. On vous dit guerre d'Algérie, oui, quelle apothéose, 54-62. Mais quand vous voyez Mokrani, Bouamama, etc., c'est des noms qui disent rien à personne. Ils se sont battus contre les Français avant la Première Guerre mondiale, pendant et après. Quand vous voyez Messali Hadj, par exemple, qui va être, entre guillemets, on l'appelle le père du nationalisme, il écrit en 1920, « L'Algérie n'est pas à vendre, l'Algérie nous appartient ». Et Badis qui écrit, « L'arabe est ma langue, l'islam est ma religion, nous sommes algériens, nous ne sommes pas français et nous ne serons jamais français ». Les choses sont claires et les choses sont dites. On ne veut pas que les Algériens puissent s'unir, s'unifier, on crée des divisions entre les berbères, les arabophones, etc. Et on veut éclater tout ça pour pas qu'il y ait d'unité. Et ça va basculer pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des milliers d'Algériens, des milliers d'Africains, sénégalais encore une fois, congolais, ivoiriens, burkinabés, béninois, togolais. En fait, toutes les colonies françaises finalement, parce que l'Algérie a été la première et les Africains ont suivi. Je parle de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique noire. Ils vont aller se battre en France pour, je le répète, pour une guerre qui n'est pas la leur, pour un pays qui n'est pas le leur. Mais ils vont faire cette guerre. Et les Français reconnaissent le courage de ces Africains qui ne reculent pas dans les tranchées. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ça. Ils se sont battus dignement. Cette mosquée a été ouverte en 1926, la première pierre posée, je crois, en 1922, parce que la France avait une dette envers l'Afrique, et en particulier envers l'Afrique du Nord, qui avait envoyé des milliers de combattants. Mais moi, je dis toujours, ce sont tous les Africains. Même s'il y avait, par exemple, là, je dis vraiment une bêtise, 5 Ghanéens, 10 Togolais, c'est pas grave. Ce sont des Africains qui sont morts loin de chez eux, pour un pays qui les colonise, pour un pays qui ne les respecte pas, pour un pays qui les humilie du matin au soir, et ils viennent mourir en France. Et là, il va y avoir un déclic. Le nationalisme algérien va commencer à s'amplifier.
mais à chaque fois on l'éteint. En France, vous allez avoir aussi un phénomène d'immigration. Vous avez 500 000 Algériens qui vont immigrer, pas parce qu'ils veulent venir ici pour avoir des papiers ou la CAF, ça n'existait pas la CAF à l'époque. Je le dis, parce que les gens vous disent, oui, mais ils viennent pour la CAF. Non, non, ils viennent pour construire les routes, ils viennent pour construire les bâtiments, et ceux qui ne le savent pas, je le dis, c'est sourcé, c'est historique, même la Tour Eiffel, qui est composée en partie de fer algérien, mais aussi de financement haïtien, on se demande pourquoi. Haïti n'a rien à voir avec tout ça, mais on a volé l'argent d'Haïti pour financer la Tour Eiffel. Mais au-delà de ça, ce sont des ouvriers algériens. Il y avait 18 000 ouvriers algériens à la construction de la Tour Eiffel. Mais ils vont vous dire, les Algériens viennent ici pour la CAF et pour, je ne sais plus comment ils appellent ça, l'AME, l'aide médicale d'État. 500 000 Algériens étaient en France uniquement pour travailler dans l'industrie française et reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en Algérie, il est célébré et commémoré comme un drame, comme une tragédie. En France, il est célébré comme une victoire. Le 8 mai 1945, les massacres de Sétif et Guelma. Le 8 mai 1945, la France célèbre sa victoire. Mais attendez, on va redescendre un peu. Quelle victoire? Quelle victoire? À la conférence de Yalta, vous la connaissez, la conférence de Yalta? C'est une conférence dans laquelle il y a Churchill, Roosevelt et Staline. Il n'y a pas le général de Gaulle. Il n'y a pas la France. La conférence de Yalta, c'est la conférence, entre guillemets, des alliés qui vont les amener à la victoire, mais il n'y a pas la France. En 1940, la France, elle a perdu. Les Algériens qui ont été capturés en France, tous ces pauvres Africains, personne n'a été les libérer. Pourtant, c'était des soldats français. Donc, de 1940 à 1945, vous avez le gouvernement de Vichy. Est-ce que l'Algérie a déporté des Juifs? Jamais de la vie. Est-ce qu'un seul pays africain a déporté des Juifs? Jamais de la vie. Qu'est-ce qui a déporté des Juifs? En 1942, le 16 juillet, une opération qui s'appelle Vent printanier, le général Auberg écrit à Pétain, maréchal Pétain, nous allons lancer une opération en Belgique, en Hollande et en France. Donnez-nous vos Juifs. On ne veut pas des enfants et on ne veut pas de garçons en dessous de 16 ans. Que fait le général Pétain, maréchal Pétain? Il dit à Pierre Laval, son Premier ministre, c'est merveilleux, on va se débarrasser de nos Juifs. C'est des Français. Le 16 juillet 1942, ce sont des policiers français qui arrêtent près de 30 000 Français qui sont juifs, des femmes, des enfants, des civils. Ils sont arrêtés au petit matin, on les envoie au camp de la Cité de la Muette que vous connaissez sous le nom du camp de Drancy, et là ils vont partir en train à Auschwitz pour être exterminés. Et après on vous dit que la France a gagné la Seconde Guerre mondiale, et on vous dit que les Arabes sont antisémites, que les Algériens seraient antisémites. C'est pour vous dire que ce que les Français ont commis en Algérie pendant 132 ans, c'est la barbarie la plus impitoyable et la pire des cruautés envers les civils, mais envers tout le monde. Et c'est l'humiliation totale d'un peuple. Et c'est ce que fait actuellement le gouvernement israélien contre les Palestiniens. Et c'est pas être antisémite que de dire ça. Parce que je rappelle à ceux qui nous suivent sur les réseaux, s'il y a des gens qui sont juifs, je le répète et je les regarde droit dans les yeux, ce sont les Français qui ont mis des juifs dans des trains et qui les ont envoyés à Auschwitz. Ce n'est pas des Algériens et ce n'est pas des Africains. En 1940, quand la France perd, les Algériens qui sont dans l'armée française, puisque vous voyez Ben Bella, par exemple, Boudiaf, ils étaient adjudants, sergents, même Krim Belkacem, caporal-chef, ils étaient dans l'armée française. Qu'est-ce qu'ils voient, eux? En fait, la France, c'est pas si puissant que ça, finalement. C'est peut-être le moment de négocier une indépendance. Je dis bien négocier, ils ne veulent pas faire la guerre tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Le 8 mai 1945, à Sétif, on proclame l'amnistie et il y a une célébration, ce qui est tout à fait normal. Les Français font la fête. Les Algériens se sont organisés, les nationalistes, et ils ont mis en place un cortège. Et dans ce cortège, il y a un drapeau algérien qui est porté par un jeune scout musulman de 24 ans, Bouzid Sahal, qui en fait ne fait qu'agiter un drapeau. Il n'est pas en train de dire « à mort les Français, il faut tuer tout le monde ». C'est pas ce qu'il dit. Il agite un drapeau algérien. Il y a un commissaire de police français qui voit ça, il sort son arme et lui tire dessus. Après, ce qui va se passer, ça va dégénérer. 45 000 victimes. La France a reconnu, 30 ans après, 1200 victimes.
Même Ossarès, le tortionnaire, lui, il a dit on est plutôt sur 12-15 000. Le FLN dit 45 000. Moi, c'est pas que je suis, entre guillemets, stupide à dire 45 000 pour faire de la surenchère. C'est l'armée française, le général Duval, qui mène cette armée, qui vont tuer, écoutez bien, que des civils. Vous savez, pendant la guerre d'Algérie 54-62, quand un soldat français était tué entre deux villages, il ne cherchait même pas à comprendre. Il tuait tout le monde dans les deux villages. Tuer tout le monde. Ça, c'est sourcé, c'est écrit, on a les preuves. Donc, ce 8 mai 45 000 victimes sur plus d'un mois. Ils vont bombarder la région de Sétif et Guelma avec des avions. Tu fais de la destruction, pourquoi ? Parce que le général Duval, vous pouvez trouver ce rapport sur Google, il écrit, écoutez bien, noir sur blanc, l'Algérie, on l'a mis par terre, on est tranquille pour 10 ans. On est en 1945. Il n'avait pas tort, on va être tranquille jusqu'en 1954. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été tellement barbares et tellement impitoyables que pendant 10 ans, ça ne veut pas dire que les Algériens ont baissé la tête et ont dit on est d'accord. Ils ont organisé plusieurs mouvements que la France a tout de suite éteint, l'organisation spéciale, etc. Et là, on va arriver, pendant toute cette période-là, quand même, je le précise, les Algériens sont toujours humiliés. Et il y a la guerre d'Indochine qui va durer 8 ans. Et ceux qui sont envoyés en Indochine, il y a des Algériens qui sont envoyés là-bas combattre, ils comprennent encore une fois que pour faire la guerre à la France, il faut la faire d'une certaine manière, à la façon guérilla, comme Abdelkrim El-Khattabi, le Marocain, en 1924, contre les Espagnols. On ne peut pas se battre contre la France face à face, parce qu'on n'a pas de chars, on n'a pas d'hélicoptères, on n'a pas de canons, on n'a pas de mitrailleuses lourdes, on n'a que des fusils, et notre cœur et notre courage. Nous sommes le 1er novembre 1954. Les Français vont l'appeler la Toussaint Rouge. Ils vont nommer le comité des 6 les fils de la Toussaint. Didouche Mourad, Mustapha Ben Boulaïd, Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Mehdi, Krim Belkacem. Il n'y a pas que, il y a aussi le comité des 22, mais il y en a d'autres aussi. Pourquoi les fils de la Toussaint, c'est comme ça qu'ils les appellent, décident de passer à une action armée? Ce n'est pas une guerre, c'est une révolution. Ils décident qu'il faut mener une révolution. Vous avez le mouvement de Messali Hadj qui existe toujours, qui, eux, prônent plutôt une négociation. Mais il n'y a plus de négociation. Quand on vous humilie depuis 132 ans, il n'y a plus de négociation. Les Africains ont eu leur indépendance, regardez bien, que ce soit le Sénégal, toutes les possessions françaises, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, même si ça ne s'appelait pas encore Bénin, etc. Après, c'est devenu Bénin. Tous ces pays-là ont leur indépendance en 1960, en 1956 pour le Maroc et la Tunisie. Et moi, je vous le dis, c'est parce que la France n'avait plus de soldats. Ils étaient tous en Algérie, en fait. Quand on vous dit que l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires, et c'est le père de l'anticolonialisme, c'est une vérité. Parce que sincèrement, de manière objective, si l'armée française avait eu assez d'hommes, il n'y aurait pas eu les indépendances. Elles n'auraient pas eu lieu tout de suite, elles auraient peut-être eu lieu après, mais à chaque fois avec des guerres. Parce que tout le monde aurait pris le modèle algérien. C'est parce que l'Algérie a tellement monopolisé l'armée française. Vous vous en rendez compte, 500 000 hommes. Aujourd'hui, en France, là, en 2025, l'armée française, c'est 130 000 soldats. Et regardez bien, sur 550 000 soldats, 30 000 morts. De 1954 à 1962, c'est 1,5 million de martyrs. Moi, je ne dis pas morts, je dis martyrs, chouhada. Ce sont des martyrs, majoritairement des civils. Quand vous lisez ce qu'a fait le général Ossarès, quand vous lisez ce qu'a fait le général Bijard, ou Jean-Marie Le Pen, le tortionnaire d'Algérien, vous vous dites, c'est irréel. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Parce que si vous laissez les autres écrire votre histoire, ils racontent l'histoire qu'ils veulent. Si vous les laissez écrire l'histoire, les choses peuvent se répéter. Quand on ne connaît pas cette histoire, on est condamné à la revivre.